Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 85. Nous sommes vendredi, le vendredi c'est un tour d'horizon complet sur les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, une analyse un peu plus poussée des tendances, quelques graphes aussi que nous allons voir. Puis je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en vacances et qui n'ont malheureusement pas de beau temps, et donc voilà, je me dévoue pour vous tenir compagnie pendant 45-50 minutes, donc je vous propose de démarrer dès maintenant. Allez, c'est parti. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Bitcoin est à 29 367 dollars, l'Ethereum à 1877 dollars. Le marché global crypto à la date de clôture, c'est-à-dire que c'est terminé à 1 heure ce matin, 1224 milliards de dollars dans le marché crypto. Ça n'évolue pas beaucoup hein, finalement. On a perdu 0,62% par rapport à la veille, alors qu'on avait gagné 0,74% à l'avant-veille. Le Bitcoin, lui, retrace de 0,96% et il sous-performe le marché crypto en général. Côté répartition, ce qu'on peut voir, donc le Bitcoin, moins 0,96, Ethereum, moins 0,36 et les altcoins en général, c'est-à-dire les cryptos, moins Bitcoin et Ethereum, moins 0,32. Donc ça veut dire que le Bitcoin a moins bien performé que le reste. Ça se voit ici au niveau de la dominance, comme on peut le voir. Donc on est en semaine ici, c'est la troisième semaine consécutive que le Bitcoin baisse au niveau de sa dominance. Alors ce sont quand même des baisses assez contenues, il ne faut pas non plus s'affoler, mais voilà, il y a quand même une baisse. Une baisse pour un montant global au niveau des cryptos qui reste flat. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux capitaux qui rentrent et qui rentrent où sur les altcoins. Donc ça c'est quand même pas mal. Côté Fear and Greed, nous avons pris une place par rapport à hier. Ça veut dire qu'on est maintenant à 52. Donc pourquoi petit regain effectivement d'optimisme? Parce que la semaine est quasiment terminée. C'était une semaine qui était extrêmement chargée. Hein. On l'a vu dans la vidéo de mardi avec le calendrier économique. Alors, on va le revoir là, voir pourquoi justement ça s'est à peu près bien passé. Mais en tout cas, voilà, donc maintenant les investisseurs, le plus gros est passé, ils attendent la suite. Donc qu'est-ce que sera la suite? Ça, c'est la grande question. On reste quand même un petit peu atone hein, au niveau du marché crypto. Donc nous verrons bien. Et côté évolution du fameux Fear and Greed, donc le sentiment crypto, on tourne toujours hein, autour de nos 50. Ça fait maintenant pas mal de temps que ça se passe comme ça. Donc et ce toujours dans l'attente du projet à catalyseur. Nous verrons bien lequel il est. Mais il y en aura forcément un dans le monde des cryptos. Ça bouge toujours pas mal. Je continue maintenant avec le fameux Rainbow BTC, donc comme d'habitude, hein, nous analysons ce graphique parce que notre stratégie à long terme a été basée en partie sur ce graphique. Ce graphique nous montre quoi? Les alternances du cours de Bitcoin, notamment les alternances entre les bull run et les bear market qu'on a ici. Bull run, bear market, bull run, bear market, bull run. Alors on peut voir que les bear markets ne sont pas toujours identiques. Hein. Par exemple, celui-ci versus celui-ci n'est pas tout à fait le même. Il y en a un, on est plutôt à plat dans le bas de l'arc-en-ciel. L'autre, on a quand même des mini bull run, des petites hausses au sein du bear market un peu plus funky, un peu plus intéressant en tout cas à suivre. Tout comme les bull market aussi, hein, ici on a eu voilà, des bull market assez puissants, on est venu effleurer le haut de l'arc-en-ciel ici, 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 et le dernier n'était pas non plus hyper puissant, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est fait un peu avoir. On pensait qu'à ce niveau-là, précisément, on allait justement vers le haut de l'arc-en-ciel, ça n'a pas été le cas, on a retracé. Ça, c'était un peu difficile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, nous avons les périodes de halving qui sont espacées à peu près tous les 4 ans. Attention, hein, là, le Bitcoin, maintenant, il a moins de 40 000 blocs à miner pour que ce soit le halving. Donc, ça se rapproche, ça se rapproche. Toujours prévu aux alentours de début 2024. Alors, apparemment, ça serait vers mi-mars 2024. On n'a pas encore de date réellement précise, hein, évidemment. Mais ça serait dans ces eaux-là. Donc, finalement, une fois le halving passé, c'est là qu'on va s'attendre à un démarrage progressif de notre fameux bull run, hein, tant attendu. Donc voilà, moi je tape sur mai-juin 2024, le début, attention, hein, c'est pas le top, hein, c'est le début du bull run, hein, et celui-ci devrait durer peut-être un an, hein, donc forcément ça va courir encore sur 2025. Donc espérons en tout cas que ce soit bien le cas. Donc dans l'attente, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer voilà, un bear market, et le bear market c'est jamais vraiment marrant. Hein. Alors c'est pas non plus un hiver crypto, parce que là on voit quand même que ça bouge un petit peu. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, où là c'était vraiment horrible. On n'est pas non plus à ce niveau-là où là c'était assez funky. On est entre les deux, donc on a des bons projets qui pump et c'est ces bons projets-là qu'il faut identifier et ça tombe bien. C'est pour ça qu'existent les Kaiser News. Ici, je vous ai mis quoi? La limite base de l'arc-en-ciel. Donc, alors c'est pas le 22 juillet, j'ai pas mis à jour, c'est le 28 juillet 2023. Attention, hein. Elle est de 17 087 dollars, c'est-à-dire à aujourd'hui. Je considère que le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous des 17 087 dollars. Donc ça c'est pas mal. Plus le temps passe, plus apparemment le bag que nous avons de Bitcoin est sécurisé et la valeur de ce bag augmente progressivement.
Encore une fois, s'il s'avère que ma théorie est juste, hein, voilà, ce qui peut tout à fait être mis en question. Et la limite basse de l'arc-en-ciel à la fin de l'année, au 31-12-2023, sera de 20 015 dollars. Je considère donc qu'à partir de 2024, nous ne pourrons plus voir un Bitcoin en deçà des 20 000 dollars. Voilà ce que je pouvais dire sur le Rainbow BTC. Je continue maintenant avec notre fameux graphique sur les saisons crypto. Alors pour rappel, comment nous lisons ce graphique, c'est vraiment pas compliqué. Le but c'est quoi? C'est de déterminer si nous sommes en altcoin saison ou en Bitcoin saison. La altcoin saison, c'est les altcoins qui performent plus que le Bitcoin, et la Bitcoin saison, c'est le Bitcoin qui performe plus que les altcoins. Donc comment on fait ça? On prend les 50 premières cryptos, dans le top, hein, crypto évidemment, et on regarde s'il y a 75% des cryptos qui performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours. Alors dans ces cas-là, nous sommes en altcoin saison, c'est-à-dire qu'on se situe dans cette partie ici. Et à contrario, s'il y a moins de 25% des altcoins qui performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours, dans ces cas-là, nous sommes ici dans la Bitcoin saison. Et si voilà, on est entre les 25 et les 75, on est ici, hein, le trend étant à 50%, bien évidemment. Voilà, donc depuis février 2023, alors on a eu un petit pic effectivement, mais grosso modo, depuis février 2023, on est plutôt côté Bitcoin saison. Et nous, ce qu'on attend, c'est effectivement retourner vers une altcoin saison pour que les altcoins pompent un peu plus. Alors évidemment, hein, il ne faut pas qu'il y ait un transfert de capitaux, il ne faut pas que ce soit des vases communicants, il ne faut pas que ce soit des capitaux qui partent du Bitcoin pour revenir dans les altcoins. Ça ne nous intéresse pas, parce que finalement, le marché global crypto ne grandit pas. Donc il faut que le Bitcoin garde ses fonds et que de nouveaux fonds arrivent, hein, dans les altcoins. Et grâce à ça, que les altcoins puissent surperformer le Bitcoin. Attention, hein, ça c'est quand même important. Donc ça y est, on commence un peu à s'extirper, hein. Nous sommes à 33. Hein. C'est une grande première parce que la semaine dernière, on n'était pas du tout, on n'avait pas franchi encore cette barrière fatidique des 25. On vient de la franchir là. Alors attention, ça peut être que éphémère, hein, on peut tout à fait redescendre derrière, mais c'est vrai que ça fait plusieurs Kaiser News où on voit que le Bitcoin sous-performe un peu le marché. C'est confirmé encore par ce graphe-là, donc c'est intéressant, hein. Est-ce qu'on va pouvoir enfin se diriger très lentement vers notre altcoin saison? On a vu que ça commençait à frémir le marché des altcoins, on a vu que les bons projets pump, hein, au niveau des altcoins, ça c'est indéniable. Et donc forcément là ça se retrouve confirmé par ce graphique où on commence légèrement à s'extirper. Espérons que ce soit le début d'une tendance, hein, où on ira vraiment vers la altcoin saison, ça nous verrons bien. Mais en tout cas voilà, c'est prometteur, hein, tout ça, hein. Je continue maintenant avec l'analyse graphique. Alors, je vous ai exprès laissé l'analyse en daily, hein, c'est-à-dire au journalier. D'habitude, nous sommes en analyse hebdomadaire parce que nous sommes vendredi. Mais là, je voulais vous la laisser quand même au journalier pour que vous puissiez voir la puissance, les amis, la puissance et la justesse d'Ishimoku. Donc commençons avec le Bitcoin. Donc comme nous l'avions vu, on a vu une belle baisse. Alors c'était à mon sens une baisse un petit peu logique aussi. On a tellement bien progressé au niveau du Bitcoin, au niveau du cours, qu'à un moment donné, il faut bien que ça retrace. Alors on était allé un petit peu plus bas, mais on était resté à 0,38 dans les Fibonacci. Donc c'est tout à fait logique, j'ai envie de vous dire, tout à fait normal. Il n'y a pas mort d'homme. Après, je vous avais dit, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on arrive au niveau du nuage daily. Il peut tout à fait servir de support et ça n'a pas loupé. Hein. Regardez la justesse un peu. Hein. Ici, 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 ici. Alors moi, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pensais, au vu du calendrier économique, qui était extrêmement chargé, je vous avais dit, il y a de fortes chances quand même qu'on casse ce support-là, qu'on aille visiter des plus bas parce qu'il suffit d'une mauvaise nouvelle au niveau du calendrier économique et voilà, ça ne va pas forcément tenir. Pour le moment, on n'a pas eu des trop mauvaises nouvelles sur le calendrier économique, donc le support a tenu. En plus, maintenant, on est sur un plat qui est un support encore un peu plus solide. On oscille entre le bas du nuage et la Taycan. Alors, la Taycan ne devrait pas encore baisser, heureusement, parce que quand la Taycan baisse, les prix sont amenés avec la Taycan. Idéalement, il faudrait qu'on passe par-dessus la Taycan. Hein, ça reviendrait à faire un support. On pourrait repartir sur une petite tendance. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, ça, c'est le marché qui va décider. Je suis incapable de vous dire où est-ce que ça va aller. Pour moi, quand même, le support là, même s'il a bien tenu, il faut quand même faire très très attention. Hein. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on aille revisiter le bas du nuage, la SSB ici, du nuage daily, c'est-à-dire les 28 200 dollars, pour après pouvoir remonter, faire un espèce d'overlap et remonter vers les résistances plus hautes, la 31 800 qui est une résistance, je vous rappelle, extrêmement difficile à passer. Ne vous attendez pas à la passer dans les semaines qui viennent. À mon avis, ça prendra quelques mois pour la passer parce que voilà, c'est vraiment une résistance long terme et celle-ci, il va falloir vraiment la travailler, la titiller pour espérer la passer. Donc, bon, attendons de voir, affaire à suivre. Côté Ethereum, c'est un petit peu pareil, on suit un peu la mouvance du Bitcoin, hein. Ils sont quand même étroitement liés, hein. Quand il y en a un qui tousse, l'autre fait à peu près pareil. Donc ce qui est intéressant avec l'Ethereum, c'est qu'on a donc notre legging span qui est toujours dans le nuage, elle a été sauvée ici, hein. Elle a bien rebondi, ça c'est très bien. On a notre niveau ici qui est important, qui est assez représentatif, hein, par rapport aux clôtures des prix, c'est-à-dire par rapport à la lagging span. On voit bien que la lagging span travaille beaucoup ce niveau-là, hein. On le voit bien ici, hein. Tac,
Là, on est revenu ici encore. Et là, on est en train de passer à la hausse ce niveau. Est-ce que ça pourra tenir? Est-ce qu'on pourra tenir les clôtures ici pour après éventuellement que ça nous serve de support pour repartir un petit peu à la hausse? À mon sens, franchement, l'Ethereum, il a encore, voilà, il a un petit peu de marge devant lui pour essayer de grappiller encore un petit peu sur le Bitcoin. Bon, est-ce qu'il fera ça? Nous verrons bien. Je ne peux pas vous dire. Bon, en tout cas, pour le moment, ça reste à peu près bien orienté. Mais encore une fois, je n'exclus pas un possible retour aux 28 500 du Bitcoin. Mais encore une fois, ça ne serait pas du tout catastrophique, hein. On pourrait derrière rebondir sans aucun problème. Et après, si ce niveau-là lâche, effectivement, on aura notre niveau de Kaiju Hebdo. Par contre, il ne faut pas aller en dessous, hein, les 25 500 là. Il ne faut pas aller en dessous, hein, tout comme sur l'Ethereum. Donc là, Hartung. Mais pour le moment, tout se passe bien. Pas de problème. Je continue sur le calendrier économique. Alors, comme je vous l'avais dit, c'était une semaine extrêmement chargée, hein, bien évidemment. Nous avons eu la décision de la Fed sur l'augmentation des taux. Elle a été celle qui avait pricé le marché, c'est-à-dire 0,25 en plus. Pas de surprise de ce côté-là. Ça, c'est très bien. Nous avons été rassurés. Parfait. Est-ce qu'il y aura une deuxième augmentation des taux en septembre? Ça, effectivement, M. Powell n'a pas fermé la porte. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va aller regarder les chiffres économiques. Et en fonction de ces chiffres-là, il déciderait de oui ou non une deuxième hausse des taux. Il faut savoir que là, ça peut commencer un petit peu à tirer, hein, à force de monter les taux, forcément, ça peut être un peu délicat derrière pour tout ce qui est prêt, etc. Ça, c'était la conférence de M. Powell. Derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu également la décision de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'a pris comme décision la Banque Centrale Européenne? Tout à fait, vous avez tous suivi d'augmenter également les taux de 0,25. Madame Lagarde a parlé. Elle qui était plutôt, quoi qu'il arrive, je vais encore augmenter les taux, je ne veux pas le savoir. Elle a été un peu plus timorée dans son discours. Elle a indiqué qu'elle allait elle aussi maintenant regarder les chiffres. Grosso modo, personne ne sait s'ils vont augmenter les taux. La Fed, comme la Banque Centrale Européenne, ils attendent de voir les chiffres. Les chiffres de quoi? De l'activité économique des États-Unis et de l'Europe, et également forcément de l'inflation. Or, qu'est-ce qu'on a eu au niveau des États-Unis? On a eu des chiffres très très importants, le GDP et l'Initial Jobless Claim. Le GDP, alors ça, c'est effectivement, c'est vraiment un indicateur qui représente l'activité économique d'un pays. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on attendait à 1,8, c'est à 2,4. Ça veut dire que c'est vraiment une reprise là de l'activité économique américaine. Alors ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est que ça, c'est vraiment si une activité repart en flèche, côté inflation, ça peut également repartir en flèche. Donc il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Et des chiffres trop bons sur cet indicateur peut être problématique pour l'inflation. Et qui plus est, nous avons également une baisse des demandeurs d'emploi. Donc bon, tout ça fait que ça, c'est représentatif d'une économie qui repart. Donc voilà, donc ça déjà, ça peut être un petit peu border. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a eu ici une petite bougie rouge. Par contre, derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la confirmation, c'est-à-dire aujourd'hui, que le corps PCE Price Index, c'est-à-dire le résultat de l'inflation, pour la faire courte, il est ce à quoi on s'attendait. Il est même mieux, le corps PCE Price Index, que ce à quoi on s'attendait, 4,1%. Alors c'est quand même assez incroyable, parce que l'économie repart, mais on arrive encore à avoir une inflation maîtrisée, voire un peu meilleure qu'attendu. Donc ça reste des bonnes nouvelles, d'autant plus que la Fed va évidemment regarder ça à la loupe pour décider de l'augmentation des taux en septembre. Alors nous n'y sommes pas encore. Il va y avoir encore plein d'indicateurs économiques. Donc, on va dire que maintenant, on met tout ça entre parenthèses et que lorsque septembre arrivera avec l'approche de la nouvelle décision de la Fed, là, on pourra re-rentrer un petit peu dans cette analyse parce que c'est vrai que c'est quand même important et que de ces chiffres-là peut découler forcément une forte volatilité au niveau de nos cryptos, les amis. Allez, je continue maintenant sur le top 15 de nos fameuses cryptos. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à la veille. Alors effectivement, ça a été une journée quand même qui était assez rouge. On a pas mal retracé. Donc ce qu'on peut dire toujours, c'est que le XRP, il repère 1%. On reste toujours dans les 0,70. On arrive quand même à se maintenir. Ça, c'est pas mal. Le BNB, il est à 240. Pour rappel, c'est 255 le niveau charnière qu'il doit passer pour repartir en tendance haussière. Tant qu'il ne l'a pas passé, ça va être compliqué pour lui. Le Lido Stake, tout ça, j'ai pas grand chose. Le Cardano n'évolue pas. 0%, 0,3, très bien. Il est au-dessus de Solana. Ils se tirent la bourre tous les deux. Pour le moment, c'est le Cardano qui a le fin mot de l'histoire. Le Solana, il a perdu 1%. Tron, il reste stable. Le Polygon, il a un petit peu perdu aussi. Le Litecoin, ça y est, c'est stabilisé, heureusement, parce qu'il commençait à bien baisser aussi, lui. Ça y est, il est revenu à 90 $. Bon, pour rappel, lui aussi, un courant août, je crois qu'il aura son halving qui va arriver, le Litecoin. Donc, on verra si le halving aura une incidence sur les cours du Litecoin. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de constater ça pour après essayer de faire des rapprochements éventuellement avec le Bitcoin.
Côté Polkadot, 0%. On en parle un petit peu de plus en plus, je trouve, de Polkadot. Je vois pas mal d'applications qui sont sur Polkadot aujourd'hui. Donc affaire à suivre, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça commence à frémir aussi sur l'environnement Polkadot. Et là, nous avons le Bitcoin Cash. Alors, c'est plus le cas maintenant, hein, c'est le Shiba Inu qui est revenu le supplanter là. Et voilà, le Bitcoin Cash qui avait fait quand même une belle remontée. Ils sont tous vraiment, ils se tiennent dans un creux de la main, hein. Le Bitcoin Cash, le Bitcoin Wrapped et le Shiba Inu, voilà, ils sont vraiment tous dans un mouchoir de poche. Donc bon, voilà, à l'heure où j'ai pris la photo, là, c'était le Bitcoin Cash. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler sur le fameux top 15. J'enchaîne directement maintenant avec les cryptos qui performent. Pour rappel, ces tableaux, ils sont créés à partir d'un indicateur qui a été lui-même créé à partir de quoi? Des trois composantes suivantes, le prix, le rang et le volume. Donc je détecte comment une crypto évolue par rapport à son prix, à son classement, donc l'évolution dans le classement, ça c'est important, et à son volume, parce que si on a une crypto qui pump de 100% avec un volume quasiment égal à zéro, c'est qu'une personne qui fait pumper la crypto pour essayer d'attirer l'attention. Donc tout ça, il faut les détecter et les éradiquer. Donc c'est la raison pour laquelle les trois composantes sont prises en compte. Après, il y a une pondération au niveau des composantes. Et derrière, donc il y a un indicateur qui est créé. Et cet indicateur, il y en aura un. Donc il va prendre une valeur différente pour chacune des 2000 cryptos. Et à partir de là, je fais un classement sur cet indicateur pour savoir quelles sont les cryptos qui ont le mieux performé donc par rapport à ces trois composantes. C'est comme ça que se sont faits ces tableaux. Et c'est la raison pour laquelle, si vous essayez de refaire ces tableaux, vous n'allez pas y arriver. Parce que c'est un indicateur un peu touchy qui a été calculé. Donc, alors, on a divisé ça en trois parties. Donc là, c'est les cryptos de capitalisation 1 à 250. C'est les plus grosses capitalisations. Okay, donc, c'est censé être les cryptos les plus safe. Okay, donc dans les cryptos les plus safe, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le UMA, le Constellation et le Hive. Donc c'est 75%, attention, un minimum dans votre portefeuille. Bitcoin, Ethereum, 50%. Donc sur les 24 dernières heures, comme je le disais, on a UMA. UMA qui a pris 6% quand même, hein, qui est 233e. Alors UMA, ça c'est ce qu'on appelle un oracle optimiste et c'est lui qui va vérifier la véracité d'une déclaration. Par exemple, je passe sur un prix donné, je dis que X est égal à 10 euros, je dis n'importe quoi, et d'ailleurs je donne une mise, je donne une obligation, un petit montant qui sera la mise que je mets sur la table pour affirmer la déclaration que je dis. Voilà. Et donc derrière, on part du principe que toute déclaration est vraie. Donc si personne ne dit rien, la déclaration elle passe nickel et ce que j'ai dit pourra être pris en compte dans le protocole. Si jamais quelqu'un conteste ce que je viens de dire, dans ces cas-là, il doit prouver que effectivement ce que j'ai dit n'était pas vrai. Et si c'est bien prouvé, dans ces cas-là, il rafle la mise. Et comment c'est prouvé? Donc quand il y a un litige, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit que c'est vrai, moi je dis que c'est pas vrai, donc il y a de l'argent en plus qui est en jeu, hein, parce qu'il y a une mise à récupérer. Et bien du coup, c'est toutes les personnes qui sont inscrites dans la DAO qui vont voter. Il va y avoir un vote par rapport à la véracité ou non d'une information, et le résultat de ce vote donnera l'information est-ce que oui ou non la déclaration était vraie ou fausse. Et donc si c'était faux, et bien évidemment la personne qui a contesté raflera la mise. Voilà comment ça marche. Donc c'est un oracle optimiste et du coup il y a pas mal d'applications qui commencent à sortir qui se servent de ce protocole-là. Derrière, nous avons Constellation qui a pris 3%. Alors Constellation, ça c'est un réseau décentralisé qui est interopérable, évolutif et sécurisé et qui est sous forme de DAG. Hein, j'en ai souvent parlé, les DAG, les Direct Acyclic Graph, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc eux, ils proposent donc des services et notamment des outils, hein, notamment un kit de développement Web3 qui permet très rapidement de lancer une blockchain et sa crypto associée. Et en plus de ça, ils mettent des vidéos conseils sur les bonnes pratiques, notamment pour ce qui conseille la rédaction des white papers, les tokenomics, l'obtention de financement, les KYC, etc., etc. On peut également avoir d'ailleurs des consultations individuelles avec des membres de l'équipe. Bon, après tout ça, évidemment, il faudra payer pour ça, mais voilà, c'est tout l'écosystème de Constellation. Et on l'avait vu, je crois, il y a 2 semaines, Constellation, il continue encore un peu de pumper, il a pris 5 places, c'est pas mal. Hein. Hive aussi, qui a pris 2%. Ça, j'en avais parlé il y a pas mal de temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le fameux fork de la plateforme Steam, c'est du blogging décentralisé, donc par la fondation Tron, justement. Donc je me rappelle d'ailleurs, ça avait créé tout un pataquès, ils avaient été accusés de voler la plateforme Steam et la communauté qui va avec, tout ça, bon bref. Et du coup, ils proposent pas mal d'applications sur cette plateforme-là, des jeux, des vidéos, etc. Et il est également possible de staker le Hive. Sur les 48 dernières heures maintenant, on a BitGert. Ah oui, BitGert, ça je me rappelle, j'en avais parlé, donc de mémoire, ça c'est une blockchain, mais qui était extrêmement rapide. Je crois que c'était 100 000 transactions secondes. Et avec un coût quasiment égal à nul, hein, cette blockchain-là. Donc c'est vraiment axé sur la rapidité. Et à l'époque, je vous avais dit que ça pourrait être un bon concurrent de Solana. Là, il a pris 24 places, 219e, 18%, pas mal, hein, pas mal, BitGert. Ensuite, nous avons Open Exchange Token. 15% en plus. Ça, c'est pareil, on a beaucoup parlé de l'Open Exchange Token après Terra Luna, enfin, à la suite de Terra Luna, parce que dans Terra Luna, il faut savoir
Suite au fait qu'ils ont fait faillite, il y a un fonds spéculatif qui a également fait faillite et qui s'appelle Three Arrows Capital. Donc ce fonds-là a fait faillite. Et du coup, ce qu'ils se sont dit, ils se sont alliés avec Conflex pour se dire, ok, nous, on aimerait bien maintenant monter un exchange, mais un exchange, on va tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé et on aimerait bien maintenant créer un exchange qui soit beaucoup plus transparent, moins opaque, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont créé le Open Exchange, donc avec le token associé. Et donc pour garantir la transparence, cet exchange-là est audité en temps réel et avec, je sais pas, à intervalles réguliers, des rapports d'audit qui sont fournis sur l'activité de cet exchange. Alors cet exchange, il permet quoi? Il permet déjà le trading des actions, hein, le trading des cryptos, le trading de produits dérivés, etc. Et particularité également, parce que comme du coup Three Arrows Capital sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des créances, des dettes crypto, notamment par l'affaire déjà Terra Luna, FTX, etc. Ils ont mis en place un service de négoce de créances crypto, donc c'est-à-dire la possibilité de racheter ses créances crypto, donc ses dettes. Et également, ils ont fait un effort par rapport aux frais de transaction. Si moi, par exemple, je stocke des OX à hauteur de, je sais pas moi, 1% de la totalité des OX qui sont stockés, alors dans ces cas-là, je pourrais trader jusqu'à 1% de la totalité du volume tradé, et ce sans frais. Voilà, c'est leur parti pris, je trouve que c'est pas mal, hein, pourquoi pas. Et puis Horizon qui a pris 3%, Horizon, hein, très bien Horizon. Alors Horizon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, parce que en fait je vous l'ai déjà expliqué à travers une vidéo qui s'affiche juste devant vous. Voilà, magnifique vidéo. Et du coup, si vous regardez cette vidéo, vous saurez tout sur Horizon et sur comment monter un node Horizon. Je continue maintenant avec Unibot. Alors Unibot, j'en ai parlé lors du dernier Kaiser News, hein, vous savez, c'est le fameux robot Telegram donc, qui va permettre de faire du trading on-chain, hein, évidemment de manière beaucoup plus rapide que sur Uniswap par exemple, et qui propose plusieurs types de trades. Donc je vous laisse vous référer à ma dernière vidéo pour regarder, mais c'est vrai que c'était pas mal Unibot, hein, assez prometteur, 157%, hein. Sur les 7 derniers jours, c'est quand même pas mal. BitGert, j'en ai parlé, et Astar qui a pris 18%. Qu'est-ce que Astar? Ça, c'est une plateforme de smart contract qui est extrêmement populaire au Japon. Je crois même que c'est une des plus populaires au Japon, qui est sur Polkadot, hein. Polkadot, encore. Et donc qui est compatible VM, WebAssembly également, et donc elle est rapide, interopérable, et évidemment sécurisée par du coup l'environnement Polkadot. Cette plateforme de smart contract, elle est évidemment compatible avec la plupart des applications Polkadot, et d'ailleurs les développeurs et les utilisateurs sont récompensés lorsqu'ils participent au développement de la plateforme de smart contract à Astar. Donc voilà pour les cryptos qui ont le mieux performé. Capitalisation à 250. Je vous rappelle quand même qu'hier a été une journée qui a retracé. Donc encore une fois, bravo à ces cryptos car c'est difficile de performer quand on a un marché global quand même qui retrace. Je continue maintenant avec les tokens Orange. Les tokens Orange, pour rappel, capitalisation 251 à 800, plus risqué que le vert, hein, bien évidemment. Donc 15% pas plus dans votre portefeuille. Le risque est quand même élevé. Donc sur les 24 dernières heures, 39% pour l'AC Milan Fan Token. Donc ça c'est... On a beaucoup des tokens comme ça qui reviennent dans les Kaiser News. Ça, c'est du Chiliz en fait, hein. Le Chiliz, ça permet de créer un fan club et donc une communauté, un fan club pour une équipe donnée. Alors, c'est pas forcément que du foot, hein, ça peut être du basket, du handball, etc. Et le fait d'adhérer à cette équipe permet d'avoir un lien privilégié entre les fans et l'équipe, donc ils peuvent avoir accès à des contenus exclusifs, des choses comme ça. Donc ça marche toujours très bien, 39% en plus, bravo. Wing Finance qui a pris 27% sur les 24 dernières heures. Donc ça c'est une plateforme de prêt décentralisée qui a été créée par l'équipe d'ailleurs qui a créé la blockchain Ontology. C'est une blockchain hybride, donc public-privé, notamment pour les sociétés et les entreprises, qui a été créée par la société OnChain, qui est une société chinoise. Donc évidemment, cette plateforme de prêt, elle possède une DAO. Et la particularité, alors il y en a deux d'ailleurs, des particularités. La première, c'est que le calcul du risque est pris en compte par un applicatif autre qui est OScore. C'est une brique d'évaluation d'un crédit qui prend en compte donc l'identifiant d'un utilisateur, le solde qu'il a sur son portefeuille et l'historique de sa gestion d'actifs. Et à partir de là, il y a une note qui est créée, qui est associée au profil de l'utilisateur. Et ça permet de calculer le risque. Donc si quelqu'un emprunte quelque chose, même s'il dépose du collatéral derrière, s'il a beaucoup de risques, il n'est pas certain d'avoir son prêt, bien évidemment. Et la deuxième particularité, c'est que le collatéral qui est dépensé, comme le Wing Finance est une plateforme qui est cross-blockchain, le collatéral déposé en contrepartie de ce que j'emprunte peut être de cross-asset, c'est-à-dire que peut être un asset de telle blockchain, plus un asset de telle blockchain, etc. Donc ça peut être un panier cross-blockchain d'actifs. Et les blockchains prises en compte sont Ethereum, BSC, etc. Je ne les ai pas toutes en tête, OKC aussi d'ailleurs.
Donc voilà, Wine Finance, pas mal, hein, 27% en plus. Alors elle existe quand même depuis 2021, cette plateforme-là, je tiens à le préciser. Ensuite, on a Voyageur VGX qui a pris 16%. Ça, je vous en avais parlé, c'est vrai que ça me faisait un peu penser à FTX ce truc-là. Donc c'est une plateforme crypto d'investissement sur Android et iOS. Je crois que c'est que sur mobile, hein, de mémoire, mais je suis à vérifier tout de même. Qui propose l'achat, vente, le trading. Il y a 7% de reward sur chaque VGX que l'on détient. Nous pouvons également gagner des rewards pour chaque trade effectué. Et le referral est extrêmement intéressant. Voilà, il y a quelques petits points, c'est vrai, qui sont un peu communs avec FTX, notamment sur le referral. C'est la raison pour laquelle vous aviez plein d'influenceurs qui vous proposaient du FTX en veux-tu en voilà. Donc voilà, pour Voyageur VZX, 16%, pas mal, hein, pas mal. Ensuite, on a quoi? AC Milan Fan Token, ça j'en ai parlé sur les 48 dernières heures, c'est lui qui a performé avec 39%. Wine Finance aussi. StakeDAO, tiens, qui a pris 10%. Donc ça, c'est une plateforme de yield, hein, ça permet d'optimiser son rendement par rapport à des risques qu'on est prêt à prendre ou pas. Il y a des stratégies qui sont plus ou moins risquées pour performer. Et derrière aussi, c'est très axé sur la communauté, bien évidemment. Et tous les jetons communautaires de protocoles tels que Curve, Angle, etc., eh bien, ça peut être transformé en SD Curve, par exemple, et d'ailleurs staké. Donc, on peut finalement staker le droit de vote de chacun des protocoles, et ça nous fait encore plus de rendement. Donc, c'est intéressant. Donc, pas mal de stratégies aussi. Il est assez connu, un StakeDAO, donc pas mal, pas mal. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons Aurori qui a pris 101%. Donc, il a fait à x2, celui-ci, bravo. Donc, ça, c'est pas compliqué, c'est du gaming, c'est un peu comme les Pokémon. Vous voyez? Donc, vous avez des créatures sous forme 2, elles évoluent, etc. Au début, vous avez, enfin c'est même pas au début, en fait, vous avez 3 créatures et l'objectif c'est d'assommer les 3 créatures de l'adversaire. Pour la faire courte, donc il était sorti d'ailleurs sur Solana, maintenant il vient juste de sortir sur Arbitrum, donc c'est la raison à mon avis pour laquelle on a un pump comme ça. Ensuite, AC Milan Fan Token, ça je vous en ai parlé. Et puis on a Bounce qui a pris 43%. Alors Bounce c'est une plateforme d'enchères qui est décentralisée, qui est multi-chaîne d'ailleurs, et qui utilise du coup le principe de la blockchain, notamment à des fins de transparence. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des enchères sur plein de choses, sur les tokens, sur des NFT également, puis plus tard sur des objets du monde réel. On peut également définir des paramètres pour les enchères, le prix des réserves, la durée, etc. Et puis on peut créer des pools d'enchères, et puis on peut mettre des publicités dans les enchères, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout un écosystème qui tourne autour de l'enchère. Et l'enchère, franchement, sur la blockchain, ça a du sens, hein, puisque c'est transparent, on peut voir exactement ce qui se passe, il n'y a pas d'opacité, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Rouges, donc c'est les tokens les plus risqués, petite capitalisation. Attention, c'est très volatile, donc faites gaffe quand même. Hein. 10% pas plus au niveau de votre portefeuille, rappelez-vous. Starship qui ouvre le bal, 55% sur la journée d'hier. Starship, donc ça le nom est assez évocateur, hein. C'est un jeu basé sur l'exploration, les NFT, etc. On va dans des mondes, on découvre des nouvelles créatures sous forme de NFT, voilà. Ensuite on a MuseDAO qui a pris 25%. Alors MuseDAO c'est vraiment spécialisé dans la création des applications dédiées aux NFT. Le fer de lance c'est de propulser un petit peu le domaine des NFT vers le haut. Ça a une DAO qui est très forte et c'est la DAO qui va être partie prenante sur les applications à financer. Donc, et il est également possible, je vous le dis, de lancer une collection de NFT directement à travers MuseDAO. Tout est déjà prévu. Et donc on a vraiment juste à mettre les dessins qu'on a fait et ça part direct. Donc voilà pour MuseDAO. Et puis Jupiter qui a pris 18%. Alors Jupiter c'est une plateforme construite autour d'une blockchain de layer 1. D'ailleurs qui est un clone de la blockchain NXT. Et elle est vraiment cette blockchain là orientée sécurité. Alors qu'est-ce que propose la plateforme? Elle propose plein d'applications qui gravitent autour de la sécurité. Donc on va déjà avoir une messagerie sécurisée, un gestionnaire de mots de passe sécurisé, un framework qui permet de concevoir des applications extrêmement sécurisées. On aura également un SDK, on va avoir une marketplace NFT sécurisée, bref, beaucoup de choses qui tournent autour de la sécurité avec Jupiter. Allez, je continue. Sur les 48 dernières heures, c'est Starship qui a pris 92%, bravo à lui, suivi de MuseDAO et Rubidium qui a pris 19%. Ça, c'est le token de l'écosystème Weigochain, qui est un écosystème, une blockchain en tout cas coréenne, et qui permet le développement d'applications décentralisées pour tout ce qui est particulier, entreprise, etc. Ça propose également un wallet qui peut prendre en compte d'ailleurs les NFT et un moyen de paiement. Je continue avec Blockbank qui a pris 217%. Ça, j'en avais parlé dans le Kaiser News de mardi dernier. C'est la fameuse banque crypto qui propose à la fois de la CeFi et de la DeFi ainsi qu'une carte de paiement. Ensuite, Starship, j'en ai parlé. XSwap Protocol qui a pris 124%. Donc ça, c'est un AMM, c'est-à-dire qu'il propose à la fois du staking, du farming et du swap sur la blockchain XDC Network qui est une blockchain proof of stake. Alors moi, je pense qu'il a peut-être subi quand même un petit boost de par son nom, hein. X Swap Protocol. X, c'est pas sans rappeler la nouvelle dénomination Twitter. Hein. Comme par hasard,
Le pump a commencé en même temps de l'annonce d'Elon Musk avec le X, donc pour expliquer en partie en tout cas son pump. Allez, continuons maintenant avec les fameuses tendances. Donc nous sommes vendredi, on va analyser ça un petit peu plus finement que d'habitude. Alors pour rappel, une crypto peut appartenir à plusieurs catégories, ça c'est la règle. On a 69 catégories au total. Là, je vous ai mis le top 15, c'est-à-dire, voilà, c'est celle qu'on va surtout suivre, hein, notamment par rapport au prochain bull run. Quelles sont vraiment les catégories qui ont le vent en poupe, et en tout cas qui attirent des capitaux, hein. C'est quand même ça qu'il faut. Où est-ce que se trouve l'argent, pour la faire courte. Donc évidemment, tout ce qui est layer 1, je vais pas y repasser, c'est là on a le Bitcoin, Ethereum, etc. Les plateformes de smart contracts, l'Ethereum, etc. Ça c'est bon, stablecoin aussi, donc c'est les trois évidemment qui ont le plus de capitaux. Ensuite, tous les tokens d'exchange, hein, que ce soit les exchanges centralisés ou décentralisés. Les centralisés sont juste en dessous, hein, quand même 49 milliards de dollars, hein, ils occupent, c'est énorme, hein. Et par contre, on a les DEX qui n'arrêtent pas d'augmenter. Maintenant, ils en sont à 9,6 milliards de dollars de capitaux. Donc c'est quand même important. C'est vrai que posséder des tokens de DEX, ça peut être quand même une bonne opportunité pour le prochain bull run. Pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est DeFi qui pèse énormément. La DeFi, c'est indissociable des cryptos, ça c'est clair. Les liquid staking tokens, hein, qui sont apparus, qui n'existaient pas encore il y a même un an et demi, hein. C'est vraiment, il y a une grosse recrudescence et maintenant ça devient incontournable dans l'écosystème crypto. Donc ça c'est important. Et le liquid staking token, il faudra également avoir ça en tête pour le prochain bull run. Les mêmes coins qui se maintiennent, hein, d'ailleurs, vous voyez, hein, dans un marché qui était vraiment en baisse où toutes les catégories ont baissé, les mêmes coins, eux, ont augmenté. Les mêmes ne s'arrêtent pas, ça fait également partie de l'univers crypto, quoi qu'on puisse se dire. Donc le TH2.0 staking, c'est qu'un sous-ensemble du liquid staking token ici. Les NFT, on peut voir que voilà, ça baisse quand même les NFT, hein, par rapport aux mêmes, hein. C'est comme s'ils avaient supplanté les NFT, les mêmes coins. Le côté gouvernance, on reste stable. Layer 2, les Layer 2 aussi, hein, ça monte forcément. Tout ce qui est écosystème Ethereum, mais sans frais, eh bien ça plaît, ça c'est une évidence. Pour le reste, le gaming est toujours dans ce top 15, hein, très bien, le gaming, quoi qu'il arrive, ça marche aussi très très bien. Et puis on a tout ce qui est AMM, forcément que ça fonctionne bien aussi. Ça, c'était dans les 15 meilleures catégories, hein, le top, hein, celles qui ont le plus de capitaux. Et derrière, je vous ai fait un petit tableau sur les 2 dernières semaines. Quelles sont les catégories qui ont le plus performé? Alors évidemment, il y a tout ce qui est les plateformes qui sont émettrices de tokens synthétiques, les synthetic issuers. Donc eux, ils ont pris 27% en plus. Ça cartonne, hein. Effectivement, c'était aussi le discours de BlackRock, hein. Tout ce qui est tokenisation, ça va cartonner et ça se voit, hein, ça cartonne à chaque fois, ça pump. Tout ce qui est oracle aussi, notamment par rapport à Ni. Donc forcément, les oracles, ça pump bien et c'est quelque chose qui est obligatoire. On a forcément besoin au niveau de la blockchain d'aller récupérer des données du monde réel. Forcément, ne serait-ce que les cotations, les prix et autres, la météo, des choses comme ça. Donc les oracles, c'est hyper important. Les guides et scholarships, ça c'est plutôt pour le gaming, ça pump bien. Le real world asset, ça revient un petit peu, ça c'est tout ce qui est vraiment les tokens du monde réel qui ont été tokenisés justement. Et puis on a les NFT marketplace, étonnant, tiens, 9,5%, ça monte un petit peu alors que le NFT dans sa globalité descend un peu. Peut-être que la valeur du NFT descend, mais peut-être par contre que tout ce qui est marketplace NFT, ça monte un petit peu. Pour le reste, ça c'est ici les tokens qui ont été le plus recherchés au niveau mondial sur la journée d'hier sur CoinGecko. Qu'est-ce qu'on a? On a Opulus qui a pris 5%. C'est lui qui a été le plus recherché sur les 24 dernières heures quand même, hein. Donc ça, j'en ai très souvent parlé dans mes Kaiser News. C'est la fameuse plateforme de streaming musical où forcément il y a un musicien ou un artiste en tout cas qui va créer une musique et qui va la transformer en MFT, Musical Fungible Token. Et à partir de là, un investisseur qui est intéressé par l'artiste peut acheter ces MFT et si la renommée de l'artiste augmente, alors de facto le prix également de son MFT augmentera. Ensuite, on a le PP qui est toujours extrêmement recherché, qui n'a pas augmenté. Statu quo pour le PP pour le moment. Et puis on a le Harry Potter Obama. Alors ça, c'est vrai que il n'y a pas plus shitcoin que ça, j'ai l'impression. Ils ont fait un truc, même quand on va sur le site, c'est vraiment laid. Mais justement, c'est ce qui plaît finalement, c'est qu'ils ont essayé de faire le plus laid possible pour que ça pump le plus possible. Et résultat, troisième token la plus recherché. Il y en a, ils essayent de faire des exchanges, ils se prennent la tête, des formules mathématiques, ils prennent un an à construire leur projet et tout, au final ça végète. Il y en a un autre sur un coin de bureau, il se dit ok je vais prendre tout ce qu'il y a de pire, mais avec des noms bien connus, etc. Et là où ils ont été très forts, c'est qu'ils s'appellent Bitcoin. C'est que le sigle du token, c'est Bitcoin. Et effectivement, pour des novices, ils vont se dire, tiens, j'ai acheté du Bitcoin et ils se retrouvent avec ça. Pour le moment, ils sont heureux, hein, parce que c'est vrai qu'il a bien pumpé. Alors, c'est très, attention, hein, c'est hyper volatile, hein, des gros pics de partout.
Mais ils ont bien joué, il n'y a pas à dire. Ensuite, on a quoi? Sur les 48 dernières heures, Arbitrum, qui est très recherché aussi. C'est vrai que Arbitrum est extrêmement utilisé avec Polygon, hein. Pourtant, je la crois un petit peu plus chère, au niveau des frais Arbitrum, mais elle cartonne, cette blockchain-là. Elle cartonne. Ensuite, on a PP, ça c'est bon, j'en ai déjà parlé, ce qui a pris 2% sur les 48 dernières heures, mais elle a beaucoup, beaucoup perdu aussi. Et puis le Dogecoin, toujours là. L'ombre de Musk est là, présente. Bon, il a perdu 5%, mais bon, l'ombre est là quand même. Je continue, je termine. Je sais que c'est dur pour vous, mais bon, il faut bien terminer un jour, hein, vous en conviendrez. Et je termine avec quoi? Avec les tokens à potentiel. Alors, j'ai pas encore changé, mais ça sera bientôt fait, hein, ce gros tableau-là que je trouve un petit peu indigeste, même si je l'ai simplifié. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, nous avons les tokens qui performent le plus souvent sur les Kaiser News. Donc, on a les tokens qui performent que je vous présente. Et puis, on a les tokens qui performent le plus souvent. Alors, uniquement ceux à partir de la capitalisation 700. Donc, qu'est-ce qu'on a? Igouver Sigou, j'en parle très souvent, ça c'est le fameux token, c'est une plateforme orientée animaux de compagnie, on prend photo de notre animal de compagnie, ça le transforme en NFT, derrière il faut aller le promener, etc. Ça peut du move to earn. Il faut également que notre animal de compagnie soit un petit peu original et on gagne de plus en plus de rewards. Et puis, il y a le côté social où on peut communiquer dessus et avoir des rewards également. Donc, voilà. Azit, c'est plutôt orienté vers la tokenisation de l'immobilier. Le gym, ça c'est mon petit meme coin que je vous ai présenté il y a longtemps, qui avait fait un x3, donc j'étais très content, j'ai récupéré mes gains là-dessus. Ensuite, on a quoi? Label Foundation, ça c'est pareil, c'est du streaming musical. On a Tech Fan Token, alors voilà, je ne vais pas le répéter parce que là j'ai tout donné. Ça c'est, encore une fois, c'est du Chili's, hein, c'est les fans de cette équipe de foot là qui ont créé cette communauté là et à partir de là il peut y avoir des échanges avec l'équipe en question. Et l'AS Monaco Fan Token, vous voyez comment que ça fonctionne bien le Chili's? On a eu Milan, Monaco et cette équipe là, c'est quand même incroyable. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons évidemment donc nos fameuses pre-sales. J'ai participé à des pre-sales et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, soulever le capot et voir un petit peu l'envers du décor. J'ai commencé bien, hein, Love 80 franchement, j'avais fait un petit x3. Alors, non, j'avais pas fait un x3, c'est-à-dire que j'avais fait un x2 dans les gains. C'est-à-dire que si je mets 100 dollars, et bien dans ces cas-là, je récupère 200 dollars. Et plus les 100 dollars que j'ai mis, ça me fait 300 dollars. Et donc, suite à ces bonnes performances, j'ai snipé les métriques de cette fameuse pre-sales qui avait bien fonctionné. Et j'ai décidé de sniper d'autres pre-sales, voilà, et en fonction des métriques qu'elles avaient, voir si voilà, je pouvais m'attendre à faire pareil. Et iDodge, qui était très très proche, hein, eh bien, j'ai perdu 50% de ma mise minimum, parce que en fait, c'est plutôt proche aujourd'hui des 65% de ma mise, parce que le token ne redécolle pas. Alors, ils sont en train apparemment de builder, mais... Et le gros problème qu'on a eu, c'est que Love 80, j'avais eu le temps de claimer mes tokens, puis après de les envoyer sur un exchange pour pouvoir commencer à les trader, donc à les vendre, parce que moi, mon objectif, c'est de tout vendre, hein. Alors que sur iDodge, c'est pas le cas. C'est que sur iDodge, la vente du token, c'est-à-dire le trade du token, a été lancé en même temps que le claim du token. Et comme claimer un token, quand tout le monde le fait en même temps, ça prend énormément de temps. Le temps que je claim mes tokens, forcément, le cours avait déjà chuté et j'ai pas pu faire de gain. Donc c'est très important, c'est est-ce que oui ou non, on peut claimer nos tokens avant que le trade commence. Et ça en fait, c'est la clé. C'est la clé, tout simplement. Et le problème, c'est qu'on ne le sait pas à l'avance. Alors pour Digital, au moins je sais que ce sera sur Bitmart et Uniswap. Ils l'ont dit avant. Et la pré-sale s'arrête le 15 août, c'est-à-dire dans 2 semaines. Donc là, le 15 août, je serai au taquet pour voir est-ce que j'ai le temps de claimer ou pas. Pour le reste, sur Digital, ça s'essouffle quand même, hein, c'est ce qu'on peut se dire. Alors bon, c'est vrai que ça n'a pas... Ça fait quand même pas mal de temps que la communauté est un peu essoufflée, hein, entre nous. Donc côté Telegram, grosso modo, on a à peu près les mêmes métriques. On reste quand même en deçà de ce qu'on avait avec Love 80, hein. Ça me permet de mesurer l'engagement de la communauté, tout ça, hein. Donc sur Telegram, j'ai beaucoup moins de messages que j'en avais sur Love 80. Sur Twitter, la portée d'un tweet, là ils envoient un tweet, ça touche 1500 personnes. Sur Love 80, ça touchait 17 000 personnes. Donc c'est pas pareil, vous voyez. Mais ça reste des jetons utilitaires. Moi, ça, c'est ce que je veux parce que sinon, tout le monde voudra les revendre et on sera trop de personnes à pouvoir les revendre. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a des personnes qui vont penser pouvoir après utiliser les jetons pour que ça pump, etc. Et moi, ces personnes-là, voilà, je vais leur vendre mes tokens, hein, tout simplement. Donc Digito, donc la vente a commencé le 8 mars. C'est énorme. Ça fait vraiment longtemps que ça dure, hein. Mars, avril, mai, juin, juillet.
ça fait plus de 4 mois, ça fait bientôt 5 mois, c'est beaucoup trop long pour une enfin à mon sens, hein, c'est trop long, hein. Donc en tout cas, elle s'arrête bientôt. Elle a engrangé 6,52 millions de dollars. Bon, ce qui est quand même bien, hein, franchement, pour une prévente, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc bravo à eux, mais là on voit que ça a augmenté que de 1% depuis la fois où j'ai fait le Kaiser News. Donc on voit que ça s'essouffle. En tout cas, ce qu'ils ont annoncé, c'est que le token allait être vendu à 0,055. Moi, je l'ai acheté à 0,0244. Donc en théorie, je devrais avoir un gain. Mais sur iDodge, ils avaient dit aussi qu'ils allaient lancer à plus bas prix. En fait, ça n'a pas été le cas. Vous voyez, ils disent après que ça dépend des exchanges. Ils se défaussent sur les exchanges. Donc bref, on ne peut pas vraiment s'y fier. Donc c'est un peu qui tout double finalement. Et sur Wall Street même, par contre, vraiment en tout cas, la pre-sales, elle cartonne bien, franchement. On en est à 18,31 millions de dollars de fonds récoltés. C'est énorme. Vraiment énorme. Elle a commencé un mois après iDodge et franchement, là, elle en est à 87% maintenant. Voilà, je compte toujours faire un gain dessus en espérant que je puisse claimer mes tokens. C'est toujours pareil avant de pouvoir les trader. Pour le reste, CoinList Neon, je vous l'ai mis ici, donc ça a quand même été positif, hein. J'ai récupéré 40% de ma mise, donc ça c'est très bien. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste quand même positif, donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite on a Arkway. Alors Arkway pour le moment, alors là j'ai mis que je perdais pas d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai eu un bel airdrop par rapport aux atomes que je détiens. Donc ça m'a quasiment permis d'être à peu près flat, mais j'aurais pas eu d'airdrop. C'est pas bon, hein, franchement. Arkway, on l'a acheté 20 centimes, là elle vaut 13 centimes. Vous voyez. Donc, et j'ai pas tous mes jetons, parce que, encore une fois, hein, j'ai eu que 25% de mes jetons et le reste, ça sera sur 8 mois linéaire. Heureusement, Arkway, comme j'aime pas tout ce qui est linéaire, j'en ai pris très très peu. Donc au final, pour moi, c'est pas vraiment représentatif. J'en ai vraiment pris un tout petit peu. Donc voilà, c'était plus pour tester, mais voilà, j'ai encore une fois, hein, tout ce qui est linéaire, méfiez-vous. Ces trucs-là où il faut bloquer nos tokens, tout ça, fuyez ça, franchement, ça sert à rien. Il y a tellement d'opportunités, qu'est-ce que vous allez avoir à bloquer vos tokens? Ne bloquez rien, ça sert à rien. Globalement, je suis encore dans le positif, hein, dans les pre-sales, hein, faut le dire. Et puis on a SmartDex. SmartDex, toujours très très bien. Donc la vidéo, je suis en plein dessus. Ça avance bien, donc le script est terminé. Je suis en train de faire les écrans, c'est ça qui est assez long. Et derrière, il y aura l'enregistrement un petit après de la vidéo qui viendra se plugger sur les écrans. Donc je suis vraiment en plein dessus. J'ai bon espoir que dans une semaine, je puisse la sortir. On verra bien, ça dépendra des aléas et de la charge que j'ai derrière. Mais ça avance bien et comme ça, vous aurez vraiment un aperçu global de comment fonctionne SmartDex. Projet que je trouve vraiment excellent. Donc voilà, il mérite en tout cas sa vidéo. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre vos commentaires, vos likes et de vous abonner à la vidéo. Ça, c'est toujours important, surtout quand on est une petite chaîne comme la mienne. Évidemment, elle grossit et j'ai envie de vous dire heureusement, mais ça reste petit quand même dans l'écosystème YouTube. Donc, si vous voulez que la chaîne rayonne un peu plus, vous pouvez en parler autour de vous. Ça, c'est quand même cool parce que quand la communauté parle à d'autres communautés, bah forcément, ça croît beaucoup plus vite. Et deux, vous pouvez interagir un petit peu avec la chaîne car c'est pris en compte par les moteurs YouTube, etc., les algos et tout ça. Qui sont d'ailleurs opaques, hein, ceci dit, en passant. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, si vous avez un petit peu de temps, ne vous gênez surtout pas. Il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo, hein, évidemment. Personne, il n'y a pas de société qui m'appelle pour me demander de mettre leur token en avant. C'est pas du tout la philosophie des Kaiser News. C'est uniquement des tokens qui performent, qui ont le vent au poupe ou qui sont à potentiel, qui sont présentés. Ce n'est pas du tout drivé par l'argent. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui ne le sont pas. Quant à moi, je vous retrouverai du coup mardi prochain pour un Kaiser News Flash. Et je vous souhaite à tous un bon week-end, bien évidemment. Bye bye!